Je suis Yasmine Stéphanie Quadio et je suis Data Engineer, ingénieure de la donnée. Et comment j'en arrive là, c'est-à-dire après un cycle ingénieur en sciences informatiques, j'ai eu à effectuer un stage qui tournait autour de la BI, Business Intelligence. Et donc là, je découvre le monde de la donnée. Donc je creuse, je continue de creuser. Et là, ce que je vois, ce que j'apprends, me passionne. Donc je me dis là, il faut vraiment que je me lance dans la data parce que c'est un domaine qui me passionne beaucoup. Donc là, malgré que j'avais une vie professionnelle qui était déjà pas mal lancée, j'abandonne tout et je passe le concours d'entrée à l'INPHB. Ça a été un succès et de là, je vais pour 2 ans pour un master Data Science, Big Data et Intelligence Artificielle. Donc après ce master-là, ça fait maintenant 2 ans que je suis Data Engineer à Data 354. Le data engineer, son rôle principalement dans le cycle de vie de la donnée, c'est de trouver toutes les méthodes et toute l'infrastructure nécessaire pour extraire, traiter et restituer de la donnée. C'est-à-dire, le data engineer, il va mettre tout le processus nécessaire et toute l'infrastructure logicielle nécessaire pour collecter de la donnée brute, c'est-à-dire qui est inexploitable, qui est de mauvaise qualité, et en faire ressortir une donnée qui est épurée, qui est enrichie et qui peut être exploitée pour faire des analyses encore plus approfondies, de l'analyse prédictive et faire ressortir des indicateurs qui seront utiles à la prise de décision d'une entreprise. Pour faire de la data engineering, c'est-à-dire pour faire de l'ingénierie de données, il y a beaucoup d'outils qui interviennent puisque c'est tout un processus. Et à chaque étape du processus, il y a une vaste panoplie d'outils qui peuvent exister. Donc, je vais commencer déjà par l'extraction. Pour l'extraction de la donnée, il y a tellement d'outils, c'est-à-dire et ça va dépendre de la source de données. Donc, ça peut être normalement du code Python, des scripts Python qui vont extraire de la donnée. Ça peut être des scripts SQL, ça peut être encore bien d'autres choses. Voilà. Pour la transformation de la donnée, ça va dépendre clairement de la taille, du volume et du type de données qu'on a en face de nous. Donc, en fonction de ça, on va peut-être aller, en fonction du volume, aller sur des outils de traitement distribués ou aller sur des outils de traitement très classiques. Pour les outils de traitement classiques, je pourrais citer du SQL, du Python, du Scala et tout ce qui est langage de programmation et de requêtage. Pour tout ce qui est traitement distribué, on peut aller sur du Spark, sur du Hadoop, voilà, pour traiter le volume de données. À la dernière étape, j'ai dit chargement, donc il va falloir trouver un référentiel où stocker cette donnée qui a été transformée au préalable. Donc on peut aller soit vers des data warehouse, vers des bases de données ou vers des référentiels stockage objet. Pour les data warehouse, il en existe beaucoup, que ce soit dans le cloud ou on-premise. On peut même faire des data warehouse avec des bases de données relationnelles telles que Postgre ou encore MySQL. Pour les bases de données, c'est-à-dire non relationnelles, le NoSQL, on a Mongo qui est le plus connu. Et en ce qui concerne les référentiels de stockage objet, on a Minayo qui lui est on-premise. Et après ça, on a pas mal d'outils qui sont dans le cloud. On a du S3 pour AWS qui est lui aussi très connu et semblable à Minayo. Et ensuite, tous ces outils que j'ai cités là peuvent, une fois installés dans notre propre infrastructure, c'est-à-dire nos propres serveurs, peuvent coûter très cher. Donc, on aura tendance à aller comparer ça au cloud qui, lui, nous offre la possibilité d'avoir tous ces outils-là managés. Et donc, les principaux fournisseurs de cloud qu'on connaît, c'est vraiment AWS, Amazon, voilà, Microsoft Azure et Google Cloud. Donc, il y a pas mal d'outils. L'écosystème data est vraiment vaste, mais ceux que j'ai cités là sont les plus connus. La mise à disposition de la donnée va vraiment dépendre de l'utilisation finale. On peut en faire des dashboards. Donc, on va juste mettre des données dans des data warehouse, donner le point d'accessibilité. Comment on accède à ces data warehouse aux data analysts qui vont faire des tableaux de bord très intuitifs, par exemple avec Power BI, en se connectant au data warehouse. Mais aussi, ça peut être des applications, c'est-à-dire on peut ramener les données qu'on a traitées là vers des applications. Du coup, en tant que data engineer, on pourra mettre en place des API pour que d'autres développeurs ou encore d'autres ingénieurs informaticiens puissent consulter nos données. Donc, on lui met en place une API qui pourra contacter par requête pour avoir accès aux données. Voilà. Donc, la mise à disposition de la donnée vraiment dépend du cas d'usage final. Pour un décideur, ce qu'il fera, c'est dès le départ d'un projet data, va nous dire ses besoins. Je prends un exemple très simple.
j'ai besoin de faire le suivi du chiffre d'affaires de mon activité. Du coup, lui, il veut que mensuellement ou à la fréquence qu'il aura dit, je veux pouvoir voir mon chiffre d'affaires, voir l'évolution, voir s'il y a une baisse et tout, pour pouvoir prendre mes décisions. Du coup, le data engineer, ce qu'il va faire, c'est d'aller chercher la donnée nécessaire pour faire ce suivi du chiffre d'affaires, que ce soit les ventes, les pertes et tout. Il va faire le traitement qu'il faut. Donc, il va calculer le chiffre d'affaires, calculer l'évolution et tout, et mettre tout ça dans un référentiel. Donc, un data warehouse et autres. Le data engineer peut aller encore plus loin, c'est-à-dire, il peut créer un dashboard pour les décideurs. C'est-à-dire, on pourra voir la valeur du chiffre d'affaires, on pourra voir l'évolution du chiffre d'affaires, si ça a baissé ou ça a augmenté, et bien d'autres analyses qui tournent autour du chiffre d'affaires. Donc, le décideur, à la fréquence qu'il voudra, pourra directement se connecter au dashboard et avoir accès aux indicateurs qu'il a demandé. Lui, il n'a rien à voir avec la donnée. Tout ce qu'il a, c'est des indicateurs calculés et un dashboard qui se met à jour à la fréquence voulue. Comment est-ce que nous, on prend en compte les droits autour des données à caractère personnel? En gros, il faut dire que lorsqu'on travaille avec des données qui attrait à une personne, à un client, à un individu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par l'anonymisation des données. C'est-à-dire, il y a deux cas. Soit on se dit, les données qui attraient à la personne ne nous intéressent pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever juste le nom, le prénom et toutes les données qui nous permettent de remonter vers une personne. On va les enlever de notre base de données. Il y a ce cas. Mais si l'individu, c'est-à-dire l'individu est important dans l'étude qu'on veut faire, on va juste anonymiser les données à caractère personnel de sorte à ne pas pouvoir remonter vers l'individu. Si on a un individu qui s'appelle Yasmine Stéphanie Quadio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste remplacer le nom par un ID. Donc, on va dire individu 1, par exemple. L'autre individu, individu 2. C'est vraiment un exemple. De sorte à ne pas pouvoir remonter à un individu. Dans ma spécialisation, ma décision de vouloir me spécialiser, la première difficulté a été de prendre la décision d'abandonner ma vie professionnelle. Déjà, la famille, l'entourage, la société te dira, mais tu as déjà un diplôme d'ingénieur, qu'est-ce que tu vas chercher encore en tant que jeune fille? En tant que jeune fille, qu'est-ce que tu vas chercher encore? Tu as déjà vraiment un master, un bac plus 5, c'est déjà suffisant. En plus, tu travailles, tu as déjà un revenu et tout. Là, pense à la suite de ta vie, de ta carrière et tout. Pourquoi tout abandonner? Mais là, il a fallu savoir vraiment ce que je voulais pour pouvoir convaincre les personnes qui étaient en face de moi. Et je pense qu'une fois que tu sais ce que tu veux, tu as la facilité de convaincre les personnes en face de toi. Et donc, les gens m'ont dit, la famille m'a dit, OK, tu as notre bénédiction, même si d'autres étaient encore sceptiques. Il faut savoir que ma formation, ça se nomme Master Data Science, Big Data et Intelligence Artificielle. Donc, c'est vraiment un master qui est focus sur la data science et l'IA. Voilà. Juste un peu d'ingénierie de données, pas vraiment en profondeur. Du coup, pour moi, mon challenge, c'était vraiment d'être une très bonne data scientist, valider mes matières à l'école et ensuite pouvoir acquérir toutes les connaissances et les compétences qu'il fallait pour être compétitif sur le marché de l'emploi dès ma sortie en tant que data engineer. Donc, il fallait, en plus de bosser pour l'école, bosser de façon individuelle pour monter en compétences. Ça a été difficile, ça a été challengeant, mais le plus important, c'est que ça a été passionnant. Et en fin de compte, je peux dire j'ai réussi parce que j'ai été major de ma promo. Donc, j'ai pu valider mes matières jusqu'à avoir la plus forte moyenne. Ensuite, je suis sortie de là assez compétitive sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire, j'ai au moins le bagage minimum pour embrasser et pouvoir bien effectuer mon métier de data engineer. Déjà, pour pouvoir apprendre ce qui existe déjà et apprendre ce qui sort. C'est-à-dire, il faut vraiment être à jour, donc faire de la veille technologique à chaque fois. Moi, ma chance, c'est que j'évolue actuellement dans un environnement qui est très favorable à l'apprentissage. Là où je travaille actuellement, je suis assez force de proposition. C'est-à-dire, vu que je rencontre directement au premier responsable, je peux donner mon avis. Je peux dire, il est dans notre intérêt de commencer à apprendre telle ou telle technologie, ça serait très bien. Ou bien pour tel projet, en tant que data engineer, je pense que telle approche serait l'idéal. Donc, cet environnement-là me permet de vraiment rechercher, de vraiment fouiller, de vraiment continuer à apprendre. Ensuite, vu que je suis habituée à apprendre depuis l'école de par moi-même, lorsque je finis le travail, j'ai au moins quelques temps, quand je suis dans le transport, de lire quelques articles et tout pour pouvoir me mettre à niveau et à jour. Donc, c'est vraiment mon quotidien. Quand je suis au bureau,
j'écris trop du code ou bien quand je bosse trop, que j'ai un peu de temps, lire des articles, voir ce qui se passe dans le domaine de la data, quand j'ai du temps libre également. Et ce que je fais aussi, c'est que je m'abonne beaucoup sur les réseaux aux personnes du domaine. Donc sur LinkedIn, si tu vas sur mon LinkedIn, c'est clairement des personnes ingénieurs de données ou IA. Comme ça, je pourrais voir ce qu'ils font, les problèmes auxquels ils sont confrontés et essayer d'emmener ça à moi et dans mon écosystème à moi. La place de l'IA, moi, je fais toujours la relation data-IA parce qu'il n'y a pas d'IA sans data. Voilà, la première étape de mise en place d'outils d'intelligence artificielle, c'est vraiment la collecte de données. Il faut énormément de données pour faire de l'IA. Donc moi, je me considère, vu que je sais aussi faire de l'IA, je me considère vraiment comme actrice de ce domaine, de tout ce qui est IA. Et donc, dans l'entreprise où je travaille, on a énormément de projets qui tournent autour de l'IA. Énormément, surtout avec la sortie des LLM actuellement. On essaie de faire énormément de dérivés qui auront des impacts sociaux, mais également des impacts personnels ou bien des impacts pour les entreprises. Donc, voilà, moi, je suis vraiment actrice de l'IA parce que tout le processus que je fais avec la donnée, c'est pour que les entreprises, un jour, elles auront récolté assez de données, puissent mettre en place des modèles d'intelligence artificielle. Voilà. Maintenant, si c'est de ça, la question est vraiment de savoir avec les large language models qui existent, comment est-ce qu'on s'en sort, comment est-ce qu'on les utilise ici. Moi, je peux dire, les LLM qui sont sortis auront tendance à améliorer nos conditions de travail. Il faut dire que aujourd'hui, grâce à ces outils-là, on a vraiment accès rapidement à la donnée. Donc, c'est vrai que c'est pas mon premier réflexe d'aller consulter ces outils-là. Mais lorsque j'ai pas vraiment le temps et que je recherche une information très rapide, il faut reconnaître que oui, je vais le lui demander parce que ça sera plus rapide que de scroller énormément de pages web à la recherche d'une information. Également, lorsque je finis d'écrire un projet, ce que j'ai tendance à faire, c'est qu'il y a beaucoup d'outils IA qui sont spécialisés code. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une review de mon code avec ces outils. Donc, je lui donne un bout de mon code, je lui dis, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses? Analyse mon code, dis-moi ce que tu en penses. Et il va me dire, ah oui, là, par exemple, tu aurais pu être plus optimal en passant par ça, ça, ça. Donc, ce que je fais, je lis ce qu'il me propose et je me dis, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, ça fait que j'ai appris quelque chose que je pourrais utiliser demain et mon code, il est encore plus optimal. Donc, c'est vraiment le rapport que j'ai avec l'IA. Pour réussir dans le domaine de la data, les qualités qu'il faut, c'est vraiment, dans un premier lieu, je dirais, être à l'écoute. Voilà, parce que la personne qui vient vers vous, le client, ne pourra pas vous dire clairement, ah, je veux que tu me calcules le chiffre d'affaires. Non. Le client te dira, je veux pouvoir faire le suivi de tel ou tel truc. Du coup, toi, tu dois pouvoir comprendre le besoin du client et pouvoir le retranscrire en des thèmes techniques pour pouvoir faire ton activité. Du coup, si tu n'as pas le sens de la communication, si tu n'es pas à l'écoute, tu ne pourras pas forcément le faire. Le sens de la communication, pourquoi? Parce que tu dois pouvoir restituer ce que tu fais. Parce que l'une des caractéristiques de la data, c'est la valeur. Si on ne peut pas tirer de valeur de la donnée, ça ne sert à rien. Et comment est-ce qu'on va donner cette valeur-là? Lorsque tu arrives à donner la valeur à la donnée, il faut que tu puisses communiquer cette valeur-là à ton client final. Donc, il faut avoir le sens de la communication. Il faut également être quelqu'un qui... je donne les soft skills, pas forcément les trucs techniques, mais vraiment soft skills. Il faut vraiment être quelqu'un qui aime travailler en équipe. Parce que le processus de la data, c'est vraiment tout un cycle de vie et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Il y a tellement de métiers de la data. Il y a data steward, data engineer, data scientist et bien d'autres. Du coup, il faut pouvoir communiquer avec toute cette équipe de personnes qui ont forcément des caractères différents. Donc, il faut également être quelqu'un qui peut travailler en équipe. Il faut être ouvert à l'innovation. Data, c'est IA. Donc, si tu es quelqu'un qui est fermé à l'innovation, ça ne sera pas très facile pour toi d'évoluer. Voilà. Donc, c'est vraiment les soft skills qu'il faut pour être data engineer ou data scientist ou data analyst. Rien à voir avec les compétences techniques. Aujourd'hui, si je dois donner un message aux jeunes filles ou à peu importe la personne qui veut, c'est vraiment de se lancer dans le domaine de la data. Déjà, si tu en as déjà entendu parler, c'est que tu es déjà informé de ce que va devenir la data dans quelques années. C'est vraiment des métiers d'avenir et c'est vraiment des métiers qui payent.
C'est assez passionnant. Et avec l'avènement de l'IA, avec l'avènement des large language models, tous les métiers qu'on connaît vont vraiment se transformer. On va demander de nouvelles attitudes, de nouvelles compétences. Donc, pourquoi ne pas être acteur même de cette révolution, de cette nouvelle révolution-là? Pour être acteur, il faut vraiment embrasser le métier de la data, les métiers de la data, peu importe, data analyst, data scientist, data engineer. Maintenant, spécifiquement aux jeunes dames qui ont tellement entendu des stéréotypes sur les jeunes filles qui font les métiers scientifiques ou les métiers de la tech, j'aimerais leur dire c'est faux. C'est clairement faux. Parce qu'on peut être une jeune dame de la tech et avoir une vie de famille. On peut être une jeune dame dans la tech et être épanouie, être belle et tout. Tout ce qu'on aura de différent, c'est qu'on sera autonome, donc indépendante. Tu feras un métier que tu apprécies, un métier assez passionnant, un métier d'avenir et un métier qui paie. Donc, quoi demander de plus? Merci de nous avoir suivis et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mes comptes, je vous invite à le faire parce que on pourra parler de data, on pourra approfondir des sujets autour de la big data et de l'IA. Donc, je vous laisse mes comptes. Sur LinkedIn, c'est Yasmine Stéphanie Quadio. Sur TikTok, c'est Yasmine Stéphanie. Et je suis aussi sur Medium. J'écris d'excellents articles pour vous aider à monter en compétences et à comprendre mon domaine. Merci.